paysage de Lorraine, aux confins de la Moselle, à la frontière de l'Alsace. Un paysage de souples collines couronnées de forêts épaisses. Si nous suivions la direction signalée par cette plaque au bord du chemin, nous découvririons une masure vieille de 2 siècles qui est considérée comme étant le berceau des verreries lorraines, première en date des cristalleries de France. Mais le petit train qui court dans la vallée nous mène à la découverte d'une autre cristallerie toute proche. Trois ou 4 kilomètres en soufflant sous un joli panache. La guerre est passée là, et le village garde dans ses pierres de profondes blessures. Mais la vie exige et s'impose, le Lorrain est tenace et courageux. Limberg relève ses ruines. Et le hurlement de sirène qui éclate soudain n'effraie plus qu'un vol de pigeons. Ce n'est plus l'annonce du danger, c'est l'appel de Lucie. Nous sommes venus en curieux et nous attendions une occasion pour la visiter. La voici. L'essentiel de la fabrication se fait ici jusqu'à l'arche à recuire, depuis le premier geste, celui de l'ouvrier qui cueille le cristal nécessaire. Mais nous y reviendrons. Tenez, voici en cours la très importante opération du changement d'un creuset. On change le creuset ou pot, c'est la même chose, quand on s'aperçoit qu'il lâche des grains. Ce sont des petits cailloux de terre réfractaire ou que des fentes se sont produites. Le pot neuf est resté 4 jours dans ce four qu'on appelle carcasse pour être amené progressivement à la température de 1200 degrés environ, qui est celle du four extrêmement pénible. Et comme vous pouvez le constater, puisque la température dégagée est de 1400 degrés environ. Quelle est la contenance d'un creuset? Oh, 550 kilos à peu près. Et sa durée? Oh, très variable. 1 mois en moyenne, mais il arrive que le creuset se fende alors qu'il est en charge. Et c'est évidemment une perte sèche pour l'usine. Vous avez vu que ce petit travail n'est pas un amusement et qu'il donne soif. Le contenu n'est que de l'eau vulgaire, mais la carafe est en cristal. Nous allons changer un peu d'atmosphère et prendre les choses par le commencement. Le cristal, c'est d'abord du cristal sous forme de déchets qu'on appelle croisille et qu'on ajoutera au mélange de potasse, de minium, de sable de Nemours et de soude et de divers colorants dont un mélangeur fait une composition homogène. On procède le soir au chargement des creusets en ajoutant les croisillles au mélange dans la proportion de 20 à 30%. Il faut longtemps pour obtenir la fusion? 36 heures. Mais si vous voulez, nous allons suivre la fabrication d'un verre. D'abord, les souffleurs cueillent dans le creuset, à l'aide de la canne, la quantité de cristal nécessaire. Cette espèce de poire en fusion passe à la maillotche. Un petit coup d'air. Mais le refroidissement est rapide, il faut réchauffer le cristal. Quand l'élasticité nécessaire est retrouvée, le souffleur passe sur le camin mécanique.
Drôle de nom. Et oui, on appelle comme ça parce que autrefois c'était des camins qui ouvraient les moules. Mais maintenant, il suffit d'une pression du pied, comme vous voyez. Le souffleur souffle en tournant sa canne. Et la paraison est terminée. Elle passe à un autre ouvrier. Un cueilleur présente au bout du pontil une petite quantité de cristal. L'ouvrier centre et coupe la quantité nécessaire pour faire la jambe. À l'aide d'une pince, il donne la forme et la longueur voulue. Il vérifie avec un compas. Paraison et jambes passe à un autre ouvrier, même opération, un cueilleur, une petite quantité de cristal, une palette faite de 2 planchettes de bois de cerisier munies de charnières permet d'étaler le pied. Le verre est terminé. Un petit coup pour le détacher du mort de canne et un gosse vient le prendre pour le porter dans l'arche à recuire. L'arche à recuire, c'est un long tunnel de 12 mètres chauffé à 450 degrés qui est la température du cristal travaillé. Un tapis roulant composé de ferrasse éloigne progressivement du feu les différentes pièces. 24 heures après, la recuisson est terminée. Les pièces jugées bonnes passent au décalotage. Elles sont incisées à l'aide d'un diamant, puis posées sur une tournette. Elles tournent devant une petite flamme de gaz réglée à la hauteur de l'incision et la calotte se détache du verre. Mais le bord du verre, après cette opération, demeure très coupant. C'est alors qu'intervient le flétage. Il consiste à emplir le verre de bouts de douci, c'est un sable extrêmement fin, et à user le bord sur une petite meule de fonte. Mais le bord reste encore rugueux, et le verre passe alors au rebrûlage. Le bord présenté à la flamme est ramené à son point de fusion, ce qui lui donne un arrondi parfait. Après ces opérations, le verre est essuyé soigneusement et un examen minutieux permet de sélectionner le premier et le deuxième choix. Nous passons alors à la taillerie. Un ouvrier détermine la hauteur du dessin. Un autre ouvrier dégrossit à l'aide d'une meule carborundum. Le verre est repris par une meule de grès naturel. Le polissage se fait à la roue de liège, imbibée de pierre ponce très fine, et à la roue de drap, imbibée de poté d'étain. Le verre a alors tout son éclat, tout son brillant, et nous pourrions considérer que la visite est terminée, mais ne quittons pas la taillerie sans jeter un coup d'œil sur différents procédés de gravure, parmi lesquels le travail à la roue de cuivre, qui annonce déjà la véritable création artistique. Cet ouvrier, particulièrement habile, taille directement, sans repère et avec la plus grande précision, en se servant uniquement d'un modèle choisi parmi tous ceux qui naissent chaque jour de l'imagination des dessinateurs. Et dans le fond, tout cela est très simple, comme vous voyez. L'heure du casse-croûte a fait suspendre le travail. Les visiteurs se sont retirés et nous pourrions les suivre.
Mais puisque personne ne semble s'apercevoir de notre présence, ce n'est pas nous, n'est-ce pas, qui empêcherons de rouler convenablement une cigarette. Ou qui intimiderons ce jeune apprenti docile à suivre les conseils de l'aîné. Alors attendons la fin de la pause. Les moteurs se remettent à tourner. Les flammes se remettent à ronfler. La cristallerie se remet à vivre. La fabrication du verre ne permet pas de flâner, il faut faire vite, il faut être rapide. Et c'est comme une merveilleuse machine au rythme bien ordonné. Mais une machine dont les rouages seraient l'habileté précis, le tour de main. Regardez.
Nous sommes restés jusqu'au soir sans nous en apercevoir. Et nous avons constaté que l'homme ici gagnait vraiment son pain à la sueur de son front. Les cannes et les pontils vont refroidir jusqu'au lendemain. L'usine ne va plus être qu'une vaste bâtisse silencieuse. Et c'est ainsi chaque soir, avec une régularité que rien ne trouble. Et tant qu'il y aura du minium, de la potasse, du sable fin, on verra sortir sans hâte et s'éloigner d'un pas tranquille ceux de la cristallerie. Joseph, Ernest, Marcel, Alfred, Maria, Irma regagnent leur maison basse, les modestes maisons d'un village rue des Saintes. Et puis les ombres, lentement, montent à l'assaut du village. Lentement, le soleil abandonne les prairies, les halliers, les feuillages perdent leur dorure. C'est l'heure où les chariots rentrent au pas paisible des bois. Près de l'enclos où broute la chèvre familiale, l'ouvrier redevenu paysan, il a saisi la bêche et retourne la terre de son jardin dans la dernière lumière du jour. Mais quand les brumes du soir s'épandront dans la vallée, on fermera les portes et on allumera les lampes. Et peut-être y aura-t-il chez Oberhauser quelqu'un ou quelque chose à fêter. Ce sera alors l'occasion de sortir une de ces bonnes bouteilles de vin d'Alsace, quelques Riesling ou quelques Traminer, que l'on boira en faisant teinter le cristal des verres. Un cristal harmonieux et pur comme ses âmes d'enfant, harmonieux comme ses vies simples. Des timbres de cristal ont sonné l'heure du repos. Doucement, les maisons se sont endormies. Mais à l'usine, derrière les façades blanchies de lune, la mystérieuse transmutation se poursuit au sein des creusets. Le feu gronde encore dans les fours. Les flammes assoupies continuent de vivre. Et de tout un peuple fragile et sonore monte l'étrange frémissement dont s'émeut depuis des siècles la terre de cristal. L'étrange frémissement qui naquit jadis du craquement des arbres dans les flammes et qui chaque soir, clarifié, amplifié, retourne à la vaste forêt.